À 3 heures du matin, le léger bourdonnement du radiateur et le doux clapotis de la pluie contre ma fenêtre m'ont réveillé. Ce que je n'ai pas entendu, ce que je ne pouvais pas savoir, c'est que ma petite sœur, Madison, se glissait dans ma chambre. Pendant mon sommeil, elle a subtilisé mon portefeuille sur la table de chevet, a sorti ma carte de crédit professionnel et est sortie comme si elle lui appartenait. Le lendemain matin, à 7 heures, il ne restait plus un sou. Billet en première classe pour l'Italie, suite à Florence, bijoux de Milan, sac de créateur, champagne. Le genre d'opulence dont elle avait toujours rêvé, mais qu'elle ne méritait pas. Une semaine plus tard, elle est revenue, le teint hâlé par le soleil toscan, vêtue de Gucci, et souriant comme si elle revenait d'un week-end au spa. Mon père m'a regardé et m'a dit « Arrête de faire comme si elle ne toucherait jamais à ton argent. » J'ai souri uniquement parce que la carte qu'elle utilisait n'était pas une carte ordinaire. Je me suis réveillé à la faible lueur de mon téléphone éclairant la table de chevet. Au début, j'ai cru à une simple notification indésirable, mais le bourdonnement persistait. Encore à moitié endormi, j'ai tendu la main vers mon téléphone, les doigts engourdis et gelés. L'écran était un mur de notifications de mon application bancaire. Chaque notification, une à une, était comme un coup de poignard dans les côtes. 5200 Alitalia Airlines, Rome. 3800 hôtels Lugano, Florence. 2900 bijouterie Buasi, Milan. 100 Osteria Franciscana, Modène. Et il y avait plus d'une douzaine de transactions, toutes effectuées entre 3h07 et 3h35 du matin. Au début, mon cerveau refusait de comprendre. Mon compte n'avait pas été piraté. Ma carte était dans mon portefeuille, du moins c'est ce que je croyais. J'ai jeté mon portefeuille par terre, je suis allé à mon bureau et j'ai ouvert le tiroir d'un coup sec. Mon portefeuille était là, déballé. Le compartiment où aurait dû se trouver ma carte de crédit professionnel était vide. Un goût amer m'a envahi la bouche. Je ne vivais pas chez des inconnus. Je vivais chez ma famille. Madison était chez moi depuis 2 mois. Officiellement, c'était juste le temps qu'elle se ressaisisse après une période difficile avec sa colocataire. En réalité, elle s'était installée confortablement, grasse matinée, boîte de plats à emporter sur l'évier, scrolling Instagram sur le canapé pendant que je payais les courses, les factures, et même ses trajets en covoiturage, car les transports en commun l'angoissaient. J'ai d'abord essayé la porte de sa chambre. Elle était grande ouverte. Le lit était impeccablement fait, comme si elle n'y avait jamais mis les pieds. Non, Madison. La salle de bain était vide. La cuisine était plongée dans le noir. Puis j'ai vu la porte d'entrée. Elle n'était pas complètement fermée, juste assez pour laisser filtrer un mince rayon de lumière du couloir. J'ai eu un mauvais pressentiment. Au lever du soleil, j'ai eu ma réponse. La story Instagram de Madison était un défilé de trahison. Ses lunettes de soleil XXL dans le salon première classe de JFK. Ses coupes de champagne qui trinquaient avec Britney, notre cousine, sa complice de toutes ses mauvaises décisions. Son billet d'embarquement pour Rome, un sourire radieux comme si elle venait de gagner au loto. La légende, l'Italie, ma belle. La vie est trop courte. Profite simplement. 19 000 $ de dépenses non autorisées. Le tout sur un compte professionnel lié à la société de conseil que j'avais discrètement bâtie ces 3 dernières années. J'ai immédiatement bloqué la carte, signalé la fraude à ma banque et me suis assise à la table de la cuisine, les yeux rivés sur le bourdonnement étouffé du réfrigérateur. La colère était là, oui, mais en dessous se cachait quelque chose de plus aigu, un besoin de sécurité. Je savais déjà exactement comment cela se passerait à son retour. Madison nierait tout. Papa la défendrait, et ils me regarderaient tous les deux comme si j'étais la seule à être déraisonnable. Mais cette fois, je n'allais pas discuter. Cette fois, j'allais le prouver. Pour vraiment comprendre pourquoi le fait que ma sœur ait utilisé ma carte de crédit à 3 heures du matin n'était pas une simple erreur impulsive, il faut connaître l'histoire. Car dans ma famille, Madison n'a jamais été simplement ma petite sœur. Elle a toujours été une princesse intouchable. Je n'exagère pas. Si elle voulait quelque chose, elle l'obtenait, peu importe à quel point c'était inconsidéré, coûteux ou égoïste. Et si quelqu'un osait s'exprimer, elle se transformait soudain en une âme fragile incapable de supporter la moindre négativité. C'est alors que papa débarquait, les bras croisés, avec ce regard qui signifiait « Laisse tomber, sinon c'est toi le méchant maintenant ». Pendant ce temps, j'étais la fiable. Celle qui avait toujours d'excellentes notes sans qu'on le lui demande. Celle qui avait trouvé un petit boulot à 16 ans pour payer son forfait téléphonique. Celle qui évitait les ennuis parce que je savais qu'il me frapperait toujours plus fort. Papa aimait me qualifier de calme, ce qui sonne comme un compliment jusqu'à ce qu'on comprenne que c'était juste une façon détournée de dire « On peut compter sur toi indéfiniment, tu ne te plaindras jamais ». À 24 ans,
J'avais mon propre appartement, un bon poste dans l'informatique en entreprise et une activité de consultante à côté dont j'étais fier. Madison avait 22 ans et en était déjà à sa 4e reconversion professionnelle. Elle avait tenté un semestre à l'université communautaire avant de se rendre compte que les études n'étaient pas faites pour elle. Puis, l'école d'esthétique, qu'elle avait trouvée trop superficielle. Ensuite, un poste de gérante de barista, même s'il n'avait duré qu'un temps, ne lui avait pas plu. Après cela, elle a enchaîné les petits boulots, sans jamais rester plus de 2 mois au même endroit. Devinez qui payait son loyer entre 2 emplois? Devinez qui remplissait son frigo quand elle oubliait de faire les courses? Devinez qui s'était porté garant pour sa dernière carte de crédit parce que la banque était injuste concernant ses dépenses? Eh oui, moi. Et voilà le hic. Aux yeux de Madison, rien de tout cela n'était de la générosité. C'était juste ce que font les familles. Étrange comme cette règle ne s'appliquait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. 2 mois avant son escapade en Italie, elle m'a appelé en pleurs à minuit. Elle s'était disputée avec sa colocataire à propos des limites et de l'espace, et elle avait besoin d'un endroit où dormir pour quelques nuits. Malgré mes réticences, j'ai accepté. J'avais finalement une chambre libre. La 3e nuit est devenue la 10e, puis 2 semaines. Ensuite, elle a commencé à appeler mon appartement « notre chez nous ». La première fois que je l'ai vue finir mon porridge sans me demander mon avis, j'ai su que j'avais fait une erreur. Les colis étaient le vrai signal d'alarme. Des marques de maquillage haut de gamme, des baskets de créateurs, des bougies de luxe, des choses qu'elle ne pouvait pas se permettre. Quand je lui ai demandé comment elle faisait pour payer, elle a ri et m'a dit « T'inquiète, je me débrouille ». Ce qui, dans le jargon de Madison, signifiait qu'elle s'endettait. Elle comptait sur quelqu'un d'autre, probablement moi, pour arranger les choses plus tard. Et puis Britney est arrivée. Si Madison est un ouragan, Britney est la marée de tempête qui empire tout. C'est notre cousine, mais c'est plutôt la complice de Madison. Toutes deux ont grandi dans le confort. Toutes deux avaient le don d'ignorer les conséquences de leurs actes, et ensemble, elles étaient le chaos incarné. La veille du coup, je les ai entendues sur FaceTime rigoler en parlant de leur escapade et de leurs envies de profiter de la vie. J'ai levé les yeux au ciel et je suis allé me coucher, pensant que ce n'était que leur habituelle discussion fantaisiste. Madison avait peut-être $100 dans son sac. Jusqu'où pourrait-elle aller? J'aurais dû m'en douter, car dans notre famille, la réalité n'a jamais été un obstacle pour Madison. C'est toujours quelqu'un d'autre qui paie. Et cette fois, c'était moi. Je ne suis pas du genre à lancer des accusations sans preuve, surtout quand je sais exactement comment la famille va réagir. Dans notre monde, Madison ne commet pas de crime. Madison fait des erreurs. Et les erreurs, selon papa, se pardonnent avant même d'être reconnues. Alors j'ai commencé à rassembler des preuves. D'abord, les images de la caméra de sécurité de l'immeuble. Je connais le concierge et j'ai réparé son Wi-Fi plus d'une fois, alors quand je lui ai demandé de voir la caméra du couloir de la nuit dernière, il n'a posé aucune question. L'heure était gravée dans ma mémoire. 3h12. Madison se faufile dans le couloir, mon portefeuille en cuir sous le bras, les roulettes de sa valise chuintant sur la moquette. 30 secondes plus tard, Britney apparaît, téléphone à la main, un sourire radieux aux lèvres, comme si elle partait pour une soirée pyjama. Elle se faufile par les portes du hall, disparaissent à l'arrière d'un VTC, et la voiture s'éloigne. Direction Instagram. La story de Britney avait disparu au petit matin. Elle est toujours prompte à supprimer ses publications, mais Madison est moins prudente. À 4h07 du matin, elle a posté un boomerang d'elle-même trinquant au champagne dans le salon Alitalia de JFK. La légende disait « L'Italie, bébé. On s'offre le luxe qu'on mérite. » Et puis, il y avait mon atout maître. La carte elle-même. Madison ignorait qu'il ne s'agissait pas d'une carte de crédit ordinaire. C'était ma carte professionnelle, liée à la société de conseil que j'avais discrètement créée pendant 3 ans. Cette carte était connectée à mon système de suivi personnalisé, que j'avais programmé moi-même. Chaque paiement était enregistré, géolocalisé et sauvegardé avec les données du commerçant. Je pouvais voir exactement où elle était, ce qu'elle avait acheté et à quelle heure. À la fin de la journée, j'avais un dossier bien ficelé. Plus d'une douzaine de transactions, pour un total de 190. Les images de vidéosurveillance de mon immeuble. Des photos prises par l'agent de sécurité du magasin à Milan. Madison au comptoir, en train de payer avec ma carte. Une photo de sa carte d'embarquement dans le salon VIP. Son nom était visible. Des publications Instagram avec leur date et heure. Ça aurait suffi à convaincre n'importe qui, sauf mon père, parce que je connais la chanson. Quand Madison a bousillé la voiture de son père à 19 ans en envoyant des SMS au volant, il lui en a acheté une plus récente parce que l'ancienne avait une mauvaise mémoire. Quand elle a dépensé ses 5 € d'économie pour une retraite spirituelle à Bali,
Il lui a dit que les expériences de la vie n'ont pas de prix. Quand elle s'est fait virer pour absentéisme, il l'a emmenée déjeuner pour la consoler. Mais quand j'ai eu un découvert de 40 € à la fac parce que mon salaire était en retard, j'ai eu droit à un sermon de 20 minutes sur la gestion financière. Alors non. Brandir ses preuves sous le nez de mon père maintenant, ça n'allait pas marcher. Il me fallait le bon moment, le bon endroit où Madison ne pourrait pas s'en sortir et où papa ne pourrait pas faire semblant de ne rien voir. J'ai décidé de me faire piéger moi-même. Un dîner, chez moi. Madison, papa et la vérité, tous réunis autour de la même table. Et cette fois, ce ne serait pas moi qui serais sur le banc des accusés. Je savais que je ne pouvais pas simplement débarquer chez papa et brandir un tas de preuves. Avec Madison, ça ne marche pas comme ça. Si on la provoque sur son terrain, elle en rit, elle déforme les faits et, à la fin de la soirée, on s'excuse de l'avoir mal comprise. Et si papa est là, c'est peine perdue. Il la soutiendra quelles que soient les preuves. Il me fallait donc un terrain neutre. Mieux encore, mon propre terrain. Un endroit où je pouvais contrôler le rythme, le ton et le récit. C'est là que l'idée m'est venue. Un dîner. Pas un interrogatoire. Pas une dispute, juste un bon dîner tranquille. Les sushis préférés de Madison. Ceux dont elle se vante sur Instagram. Avant, je présentais les choses comme une main tendue, comme si j'étais enfin prête à tourner la page. Elle venait parce qu'elle pensait avoir gagné. Papa venait parce qu'il y voyait l'occasion de se réjouir de mes regrets. Et aucun des deux ne voulait voir ça arriver. Les jours précédents, j'ai répété ce que j'allais dire, pas mot pour mot, mais la structure. Commencer sur un ton décontracté, les mettre à l'aise, leur donner l'impression d'avoir le contrôle, puis changer de sujet. Les preuves ne se limitaient pas à mes emails. Je les avais compilées en une série d'images, comme si je faisais une présentation à un client. Chaque photo, chaque reçu, chaque horodatage correspondait parfaitement au suivant. Une fois la dernière image vue, impossible de revenir en arrière. J'ai même appelé 2 des vendeurs que Madison avait rencontrés en Italie, je leur ai expliqué que j'enquêtais sur des achats non autorisés et je leur ai poliment demandé de me montrer leurs images de vidéosurveillance. Tous deux ont accepté en quelques heures. La caméra du magasin l'a filmé en plein passage en caisse, avec ce demi-sourire suffisant. Les photos de la bijouterie la montraient penchée sur le comptoir en verre, en train d'essayer des bracelets. Chaque détail semblait porter le coup de grâce. Et pourtant, je ne ressentais aucune victoire. Pas encore. Car je savais que le plus dur n'était pas de prouver sa culpabilité. Il fallait forcer papa à voir la vérité en face et à rester suffisamment longtemps pour qu'elle fasse son chemin. Alors, j'ai peaufiné mon plan. Madison serait assise à ma gauche, papa à ma droite, l'ordinateur portable incliné de façon à ce qu'ils puissent tous les deux voir. De la nourriture au milieu pour les occuper. Pas d'interruption, pas d'échappatoire. La nuit précédant le dîner, j'ai à peine dormi. Je repassais sans cesse en boucle tous les scénarios possibles. Madison qui claque la porte, papa qui hurle, peut-être même tous les deux qui partent avant que je puisse tout leur montrer. Mais je me suis rappelé que l'important n'était pas leur réaction. Il s'agissait pour moi de reprendre enfin le contrôle de la situation. Quand j'ai envoyé l'invitation à Madison par SMS, elle a répondu en quelques secondes. Des sushis gratuits. J'en suis. La réponse de papa est arrivée quelques heures plus tard, content que tu sois enfin raisonnable. On sera là à 19 h. J'ai raccroché, pris une grande inspiration et jeté un dernier coup d'œil au diaporama. Il n'imaginait pas que la dynamique familiale qui nous animait depuis des années serait réduite en cendres avant même la fin du dîner. Et j'étais plus que prête à mettre le feu aux poudres. J'ai commandé les sushis. Madison adorait ceux qui étaient tellement hors de prix qu'on se demandait s'ils ne faisaient pas payer un supplément pour la qualité de l'air. J'ai dit à son père de m'accompagner, car il faut bien purifier l'air. Ils sont arrivés ensemble, pile à l'heure. Madison est entrée d'un pas nonchalant, vêtue d'un chemisier en soie crème et d'une ceinture Gucci que je n'avais jamais vue, sans doute tout droit sortie de sa virée shopping italienne. Son père a suivi, le regard déjà empreint de suspicion, mais pas envers elle. Nous nous sommes installés à ma table, les plats fumants au milieu. Je les ai laissés manger quelques minutes, bavardant de tout et de rien. Madison était détendue, picorant le sashimi de thon rouge comme si de rien n'était. Finalement, je me suis adossé et j'ai dit « Alors, c'est 190 $ que tu as dépensé pour ma carte de visite. » Ses yeux se sont levés si fort que j'ai cru qu'ils allaient sortir de leurs orbites. « Oh mon Dieu, Charlotte, tu continues? Je t'ai dit que je n'avais pas touché à ton argent. Tu inventes encore des histoires. » Papa a interrompu avant que je puisse répondre. « Ça suffit. On ne va pas s'intéresser à ces bêtises. Tu es paranoïaque à propos de ta sœur depuis des années. » J'ai souri. « Bien. On ne va pas s'en soucier. On va le prouver. » Dessous la table, j'ai sorti mon ordinateur portable et je l'ai tourné vers eux.
La première image a rempli l'écran. Madison et Britney dans le salon première classe Delta 7 à JFK. Champagne à la main. Carte d'embarquement bien visible. Horodatage, 4h7h. Les baguettes de papa se sont figées en plein vol. Le sourire de Madison s'est effacé. Clic, image suivante. Madison passant ma carte à l'hôtel Lano à Florence. Sac de créateur à ses pieds. Horodatage, 18h42, heure italienne. Clic, une autre Madison chez Bachlotti à Milan, essayant un bracelet en or. 2900. Payé intégralement avec ma carte. Tu veux que je continue? Demandai-je d'une voix calme, mais suffisamment forte pour faire sursauter Madison. Papa commença à parler, mais je l'interrompis. Non, tu me dis d'arrêter de faire semblant depuis une semaine. Maintenant, on va tout dire. Je fis défiler jusqu'à la dernière image. Un relevé complet des transactions de mon système de suivi de cartes. Chaque achat est enregistré avec les données du commerçant et les coordonnées GPS. Je n'ai pas seulement bloqué la carte, dis-je. J'ai déposé une plainte officielle pour utilisation frauduleuse. La banque a déjà annulé les transactions et la police a une copie de ce rapport. Madison Devant Levide. Toi, tu as appelé la police. Tu as fait des achats sans ma permission, rétorquai-je. Sur un compte professionnel, ce qui entraîne de graves conséquences juridiques. Tu as mis mes moyens de subsistance en péril. Papa frappa la table du poing. On est en famille. On n'appelle pas la police pour des disputes familiales. Et Arayes Chement, Amrement. En famille. Tu parles de cette même famille qui, pendant des années, m'a vidé de toute substance tout en justifiant chacune de ses erreurs? Cette même famille qui m'a dit d'arrêter de faire semblant au lieu de me croire alors que j'avais les preuves sous les yeux. La voix de Madison s'est brisée, sa fausse assurance s'effondrant. Je peux me venger. Je me suis penché en avant. Non, tu ne peux pas. Tu n'en as pas besoin. Tu ne le feras pas. C'est pourquoi tu fais tes valises ce soir et tu quittes mon appartement. Et toi, papa, tu n'es plus le bienvenu ici tant que tu n'auras pas admis ce qu'elle a fait et que tu ne t'excuseras pas de m'avoir prise pour cible. La mâchoire de papa s'est crispée. Tu fais une erreur. C'est ta sœur. Non, ai-je dit en me levant. C'est une adulte qui a pu vivre sans conséquences parce que tu ne l'as jamais forcée à les assumer. Eh ben, elle va en subir les conséquences. J'ai fait glisser une enveloppe sur la table. À l'intérieur, une copie imprimée du rapport de police, le numéro de dossier bancaire et la liste de toutes ses transactions. Si tu crois que je bluffe, appelle le détective. Il attend ton appel. Madison a repoussé sa chaise si brusquement qu'elle a raclé le sol. Tu es en train de me gâcher la vie. J'ai pointé la porte du doigt. Non, Madison. Je ferai en sorte que tu ne gâches pas la mienne. Elle a fait irruption dans la chambre d'amis pour commencer à faire ses valises. Papa est resté là un instant, fixant l'enveloppe comme si elle allait exploser. Puis il s'est levé, a marmonné quelque chose à propos de mon manque de cœur, et l'a suivi dehors. Quand la porte a claqué, le silence m'a paru une bouffée d'oxygène. Pour la première fois depuis des années, j'avais le sentiment d'avoir une maîtrise totale de ma vie. Pendant les 24 heures qui ont suivi leur départ, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Madison a commencé à envoyer des SMS. Tu exagères. Tu as toujours été jaloux de moi. Tu vas le regretter. N'ayant pas de réponse, elle a laissé un message vocal. Mi sanglotant, mi hurlant. Tu as monté toute la famille contre moi. Papa était tellement bouleversé qu'il n'avait rien mangé de la journée. Tant mieux. Je me suis dit que peut-être, maintenant, il savait ce que ça faisait quand quelqu'un d'autre l'abandonnait. Le lendemain matin, papa n'arrêtait pas d'appeler. J'ai laissé tous les appels aller sur sa messagerie. Puis, la culpabilité m'a envahi, à travers maman, que je n'avais pas vue depuis des semaines. Tu ne peux pas retirer ta plainte? Ça nous déchire. C'est ta seule sœur. Vous devriez vous soutenir. La soutenir? Je l'avais fait depuis l'adolescence. La seule chose que Madison avait jamais soutenue, c'était ses propres mauvaises habitudes. 2 jours plus tard, les conséquences se sont fait sentir. L'inspecteur Harris, de la brigade financière, a appelé pour confirmer qu'ils avaient officiellement contacté Madison. Elle avait 2 options, rembourser la totalité des 190 livres sterling et plaider coupable, ou être poursuivie. Je me suis préparé à une nouvelle vague de supplications. Au lieu de cela, il y a eu le silence, un silence inquiétant qui signifiait qu'elle se battait pour s'en sortir. Et bien sûr, le lendemain matin, Britney a appelé. Elle ne m'appelle jamais sauf si elle veut quelque chose. Charlotte, a-t-elle commencé, essayant de paraître faussement amicale. Madison panique. Si elle est condamnée pour ça, elle ne retrouvera jamais de travail. Je l'ai laissée déblatérer pendant 1 minute entière avant de la couper. Elle aurait peut-être dû y réfléchir à 2 fois avant d'utiliser ma carte pour financer ses vacances en Europe.
Et Britney? À ta place, j'effacerai toutes ces photos de Rome avant que les flics ne commencent à te demander comment tu as payé ton billet. La conversation s'est arrêtée net. Cet après-midi-là, maman est arrivée à l'improviste. Elle n'a même pas frappé, elle est entrée. Comme si de rien n'était. Elle loge dans un motel, a-t-elle dit, la voix tremblante de ce mélange a pris de honte et de déception. C'est terrible. Tu es humiliateur. Humilié? Ai-je demandé. Ah non, maman. Je ne faisais que constater les faits. Elle voulait un traitement de faveur. Maintenant, elle l'a. Les affaires de famille ne devraient pas être publiques, a-t-elle lancé sèchement. Elles le sont justement, ai-je rétorqué. Parce que Madison a fait des achats justifiés pour $190 sans autorisation. Le visage de maman se crispa. Ton père pense que tu es allé trop loin. Yesuris. Alors ton père peut expliquer pourquoi il défend des actes qui font l'objet d'une enquête criminelle. Et tant qu'il n'est pas prêt à avouer ce qui s'est passé, il n'est pas le bienvenu ici. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Elle partit sans un mot de plus. En une semaine, la famille se divisa en deux camps. Papa, maman, Brittany et les cousins qui avaient toujours vénéré Madison et m'avaient dépeinte comme la sœur froide et sans cœur qui avait trahi sa propre famille. Ma tante, mon oncle et une poignée de parents qui avaient observé cette situation en silence pendant des années et m'ont finalement dit qu'ils étaient fiers de moi d'avoir osé m'affirmer. Oncle Robert a même déclaré. On savait tous que Madison était incontrôlable, mais personne n'osait le dire en premier. Ça fait du bien d'être enfin la première. 2 semaines après le dîner, Madison s'est finalement présentée à mon immeuble. Non pas pour s'excuser, bien sûr, mais pour négocier. Cette fois, elle ne portait pas de Gucci, juste un vieux sweat à capuche et un jean, les cheveux relevés en chignon négligé. Elle paraissait plus mince, comme l'Italie d'antan. Il propose d'annuler tout si je rembourse dans 6 mois, dit-elle en évitant mon regard. Mais il faut que tu leur dises que ça te convient. Je n'ai pas hésité une seconde. Tu peux faire les paiements par l'intermédiaire de mon avocat. Je ne parle pas pour toi et je ne cherche pas à minimiser les choses. Tu officialises la situation, sinon tu devras répondre de tes actes. Sa mâchoire se crispa. Tu en as vraiment fini avec moi, n'est-ce pas? Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. Madison, j'en ai fini avec toi dès que tu as pris ma carte. Tous ces gestes, c'est juste de la paperasse. Elle ne répondit pas. Elle se retourna et s'éloigna, les épaules raides. À ce moment-là, les relations familiales s'étaient durcies. Papa avait cessé d'appeler. Maman n'envoyait plus que des SMS vagues et culpabilisants, du genre « La famille, c'est tout ce qui nous reste ». Britney m'avait bloqué sur Instagram, et j'ai considéré cela comme une bénédiction. Pendant ce temps, l'autre branche de la famille, celle qui était restée silencieuse pendant des années, continuait de me contacter. Ma tante m'a envoyé une bouteille de vin avec un petit mot. Pour un peu de paix après si longtemps. Mon oncle Robert m'a envoyé par courriel un lien vers un article sur l'importance de poser des limites avec les proches qui se croient tout permis. Malgré tout, la tension était constante. Chaque réunion de famille était divisée en 2 camps, l'atmosphère chargée de querelles non dites. Si papa était là, je n'étais pas invité, et vice-versa. C'était épuisant, mais aussi libérateur. Pour une fois, je n'assistais pas au dîner en faisant semblant que tout allait bien pendant que Madison se vantait de sa dernière aventure. 3 mois après la confrontation, j'ai eu les nouvelles officielles. L'affaire était close. Madison avait réussi à réunir les $190 dont je ne voulais pas connaître l'existence, avait plaidé coupable et avait désormais une accusation de fraude à son casier judiciaire. Papa refusait toujours de me regarder dans les yeux. La dernière fois que nous nous sommes vus, sur un parking, il a marmonné. « J'espère que tu es fier de toi. » Sans ralentir son pas, je l'étais. Non pas parce que j'avais gagné une dispute familiale, mais parce que j'avais cessé de m'y perdre. Madison n'avait pas remis les pieds dans mon appartement depuis cette nuit-là, et je n'avais plus eu à vérifier mon compte bancaire au beau milieu de la nuit, inquiète de frais imprévus. Je savais qu'il y aurait d'autres tentatives à l'avenir, subtiles, indirectes, peut-être même déguisées en gestes d'apaisement. Mais la différence, maintenant, était simple. J'avais appris à dire non et à être ferme. Et s'ils ne pouvaient pas l'accepter, c'était leur problème, pas le mien. 6 mois se sont écoulés depuis la nuit où j'ai claqué ce rapport de police sur la table. Mon appartement est plus calme maintenant. Plus de portes qui claquent à minuit. Plus de flocons d'avoine qui disparaissent. Plus de remarques passives-agressives quand je dis que je suis occupé. J'ai cessé de vivre dans un état constant de gestion de crise. Plus besoin de faire des économies en fonction de l'irresponsabilité des autres. Plus besoin d'attendre la prochaine urgence que, comme par magie, je serai la seule à pouvoir régler. Avec le recul, c'est presque risible de voir combien de temps j'ai laissé ce cycle se perpétuer.
Pendant des années, je me suis contenté de me dire, cette fois, c'est la bonne. Pendant des années, j'ai préféré payer l'addition plutôt que de me disputer. Pendant des années, j'ai cru que l'entraide familiale signifiait que je devais me dépouiller de tout pour leur faciliter la tâche. Voici la vérité qu'ils ne veulent surtout pas que vous réalisiez. Si vous ne fixez pas de limites, ils ne cesseront de les repousser jusqu'à ce que vous ne vous reconnaissiez plus. Ils ne s'arrêtent pas parce que vous avez été généreux. Ils s'arrêtent parce que vous les empêchez de continuer à prendre. Et quand vous finirez par poser un ultimatum, ils vous traiteront d'égoïste. Ils vous traiteront d'insensible. Ils vous insulteront de tous les noms pour avoir coupé les vivres. J'ai croisé Britney au supermarché la semaine dernière. Elle s'est figée comme si elle avait vu un fantôme. J'ai souri, je l'ai saluée et j'ai continué mon chemin. Elle s'attendait sans doute à ce que je lui demande des nouvelles de Madison pour montrer un semblant de curiosité, mais en réalité, je m'en fiche complètement. Le compte Instagram de Madison est toujours actif, mais fini les photos de salons chics et de boutiques de luxe. Maintenant, ce sont des trouvailles en friperie et des soirées vins à petit prix. Ces légendes regorgent de citations sur le fait de prendre un nouveau départ. Mais je sais bien que non. Ce n'est pas une renaissance, c'est juste la réalité qui me rattrape. Et moi, je vais mieux que jamais. Mon entreprise est florissante. Je paie toutes mes factures. Mon espace m'appartient pleinement, financièrement, émotionnellement et physiquement. Si papa, Madison ou qui que ce soit d'autre de cette branche de la famille tente à nouveau de tester ses limites, je n'ai besoin ni de photos, ni de plaintes, ni de preuves. Un seul mot suffit. Non, car j'ai appris la vérité la plus libératrice qui soit. Je ne suis pas leur filet de sécurité. Je ne suis pas leur plan B. Je ne serai jamais leur distributeur automatique de billets.